Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. L'INAMI avance une quinzaine de pistes pour faire des économies dans les soins de santé, des économies qui permettraient au gouvernement de réduire son déficit de près de 6 milliards d'euros. Le réseau Entreprendre Bruxelles doit réduire sa voilure et revoir sa stratégie d'accompagnement des PME. Elle n'a plus de subsides, ou presque. Le détroit d'Ormuz est une nouvelle fois fermé ce matin après des tirs et des frappes américaines et iraniennes dans la région. Les États-Unis ont réinstauré un blocus sur les ports iraniens. Le pétrole repart à la hausse. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez Le Brief. Le brief, cette info, dès 7h. Le gouvernement va-t-il quand même chercher une partie des économies à faire dans la santé? À la rédaction, on a pu mettre la main sur une note de l'INAMI. Dans cette note, 15 mesures. Certaines apparaissent déjà dans la liste du bureau du plan du mois de juin. Mais là, mises bout à bout, ces 15 mesures permettraient de faire jusqu'à 6 milliards d'économies supplémentaires. Et le gouvernement en cherche 10. Corentin Di Prima, salut. Bonjour Laurent. Tu as pu étudier cette note. Alors, soyons clairs, pour le moment, ce ne sont uniquement que des pistes, mais quelles sont-elles ? Alors la mesure la plus surprenante peut-être, c'est l'introduction d'une franchise pour avoir accès au remboursement. L'idée, ce serait qu'on ait accès au remboursement des soins de santé qu'au-delà d'un paiement de 3, 4, 500 euros d'honoraires ou de consultation. Ça rapporterait énormément d'argent au budget de l'État, mais l'INAMI précise que c'est vraiment pas sa piste privilégiée parce que ce serait une remise en cause du fondement du système de sécurité sociale qui prévoit jusqu'ici l'accès égalitaire au remboursement. On retrouve aussi des économies dans le budget BIM, resserrer les conditions d'accès à ce statut qui donne un remboursement majoré des soins de santé. Le ticket modérateur aussi, on parle de le doubler, ça générerait des économies pour près de 700 millions d'euros. Et alors pour les employeurs, on évoque l'allongement de la période pendant laquelle ils doivent payer le salaire d'une personne en incapacité de travail. Actuellement, c'est 1 mois pour les salariés. Ouais. Ça pourrait être doublé. En tout cas, c'est une des pistes qui est évaluée par l'INAMI. Voilà les différentes pistes, les principales. En tout cas, il y en a une quinzaine dans ce document. Oui, merci Corentin. Et puis donc, je le rappelle, ce sont des propositions. Le gouvernement va devoir en discuter pendant le conclave budgétaire de la rentrée. Mais on sait que Vorreut et les engagés ne veulent pas toucher aux soins de santé. La région bruxelloise veut prêter 150 millions d'euros aux communes les plus endettées. Evere, Berchem-Saint-Agathe, Schaerbeek et Molenbeek, ces 4-là sont déjà en dehors des clous légaux. Leur déficit structurel cumulé dépasse les plafonds autorisés par la loi communale. Et de l'avis du ministre bruxellois des pouvoirs locaux, 3 autres communes risquent de basculer dans les prochaines années. Alors Ahmed Laouej veut donc activer le fonds régional de financement, 150 millions d'euros à se partager entre les 7 communes et conditionné à des plans d'assainissement qui permettraient de ramener les finances locales dans le vert. Si le fonds de refinancement des communes accorde ce prêt, l'emprunt, les 150 millions donc, viendra s'ajouter à la dette de la région bruxelloise qui n'est déjà pas mince. Et puis restons à Bruxelles et ses difficultés budgétaires. Le réseau Entreprendre Bruxelles renonce à plusieurs de ses programmes. L'organisme qui accompagne les startups et les scale-up a perdu une bonne partie de ses subsides puisque les comptes de la région bruxelloise sont dans le rouge. Et ces subsides, ils composaient presque la moitié de ses revenus. Entre 2024 et 2025, ils ont été divisés par 3,5.
de presque 350 000 € à moins de 100 000 €. Pour cette année, le réseau devrait recevoir une enveloppe de 60 000 €, mais le dossier est encore en attente de validation. Il a donc fallu faire des choix, comme l'explique Céline Lejeune, la directrice du réseau Entreprendre. On a coupé certains programmes, donc on n'a plus de programme à impact qui s'appelait le programme Forward. On n'a plus le programme féminin Self-Made et on a arrêté également le programme Next qui aidait les entreprises à identifier le bon candidat pour la reprise d'entreprise. Il y a un an, quand on a perdu 50% des subsides sur lesquels on comptait, quelque part, on était dans une situation de crise, d'urgence où des décisions ont dû être prises. Il y a une restructuration du réseau, une diminution de la taille de l'équipe et un focus stratégique sur les programmes d'accompagnement clés du réseau. Désormais, le réseau Entreprendre Bruxelles se concentre surtout sur les PME qui ont déjà une certaine taille. Il n'y a plus les moyens d'accompagner les projets qui démarrent. Il devra aussi trouver d'autres sources de revenus. Céline Lejeune encore. Il va falloir être prudent. Je dirais qu'il est fort probable qu'on reçoive un subside pour 2026 qui nous permettra tout juste d'arriver à l'équilibre. Mais effectivement, on a lancé le fonds des amis du réseau Entreprendre. Il y a les partenaires, les sponsors et évidemment, il y a toute notre communauté de membres pour lesquels aussi on crée de la valeur et de l'engagement dans le réseau. Et désormais, les entreprises qui veulent demander un accompagnement doivent avoir au moins 100 000 € de chiffre d'affaires et se fixer comme objectif 500 000 € dans les 3 ans. C'est l'histoire d'un petit boîtier bleu, un boîtier installé dans les chambres d'hôpitaux, dans les maisons de repos, dans les centres de soins belges et qui veut s'implanter en France et dans le reste du Benelux. Derrière ce boîtier, il y a une start-up Carolo, Can-Do, lancée il y a 3 ans. Elle s'est fixée comme objectif de simplifier la vie du personnel soignant. Aujourd'hui, elle annonce une levée de fonds de 2 300 000 € pour financer son expansion. Elie Gonnet est la CEO et la cofondatrice de Can-Do. Elle a été directrice d'une maison de repos pendant plusieurs années. Cette expérience de terrain lui a servi à concevoir ce boîtier tout en un. Elle nous l'a raconté depuis un chantier d'installation. C'est vraiment les informations de la vie journalière. Alors ça s'est beaucoup focalisé sur le soin. Et donc d'avoir les informations de soins du jour à faire. Parce que généralement les soignantes doivent aller sur un ordinateur dans le couloir ou dans le bureau avant d'aller s'occuper parfois de 10 à 15 résidents sur 4 heures. Et donc elles doivent pouvoir aller récolter ces infos sur différents devices, ce qui est très compliqué. Et donc l'idée était vraiment d'avoir ces informations directement dans la chambre. Une des volontés aussi des soignants, c'était de pouvoir le faire à la voix, parce que c'est beaucoup plus fluide. Parfois écrire c'est compliqué. Il y a pas mal d'informations parfois qui sont des rétentions d'informations qui sont faites parce que le soignant n'a pas forcément envie d'écrire au niveau de l'orthographe, etc. Ce genre de choses. Et donc l'idée de la voix était beaucoup plus simple. Et donc on s'est dit pour éviter de recréer encore de nouveau un écran, on s'est dit utilisons l'écran qui est dans la plupart des lieux de vie, c'est-à-dire la télévision. Notre device permet aussi de prendre le contrôle de la télévision quand on active Can-Do avec le badge et de rendre la chaîne ou d'éteindre la télévision si elle était éteinte. Ce petit boîtier bleu a déjà convaincu une vingtaine d'hôpitaux et de maisons de repos et Can-Do compte aller beaucoup plus loin. La start-up veut installer son système dans 500 établissements d'ici 2 ans et convaincre 15 000 particuliers de l'utiliser à domicile. Le bras de fer s'intensifie autour du détroit d'Ormuz. D'un côté, les États-Unis qui veulent garantir la circulation des navires tout en bloquant les exportations de pétrole iraniennes. De l'autre, l'Iran qui veut monnayer le passage des navires. Entre les déclarations des uns et des autres, il est de plus en plus difficile d'y voir clair. Alors, ce matin, on prend un peu le temps de faire le point. Vincent Joris, bonjour. Bonjour Laurent. C'est toi qui couvres l'actualité du conflit pour la rédaction. Alors, où en est-on d'abord? Est-ce que les navires traversent toujours le détroit? Non, on est vraiment retombé à des niveaux historiquement bas. La circulation s'est réduite de 60% environ. Il n'y a plus que quelques navires qui parviennent à franchir le détroit d'Ormuz, puisque l'Iran tire sur les navires qui ne suivent pas sa route maritime, qui ne payent pas le droit de péage, qui sont en train d'ailleurs de couler dans une loi. Donc c'est une situation très tendue.
Et du côté américain, Donald Trump a surpris son monde en annonçant qu'il voulait faire payer appelons ça une taxe de protection aux navires qui traversent le détroit, 20% de la valeur de la cargaison quand même. Finalement, il a changé d'avis. Alors, les États-Unis, ils en sont où ? La volonté américaine n'est plus de faire payer une taxe. Il parle simplement de conclure des accords d'investissement et des accords commerciaux avec les pays du Golfe. C'est beaucoup plus propre, je dirais, comme expression, mais ça reste une volonté de monnayer la protection du détroit. Donc l'intention reste la même, quoi, et se heurte toujours au même principe. Donc, si on touche à ce genre de principe, en fait, on risque d'avoir un retour de manivelle, de provoquer une situation qui va vers l'escalade, inévitablement, puisqu'on bloque le commerce international. Mais comment est-ce qu'il se retrouve bloqué, justement ? En fait, c'est très simple. Donc, s'il y a une guerre, si deux puissances essayent de se disputer un détroit, les assureurs vont cesser d'assurer le transport. S'ils n'assurent plus le transport, plus aucun armateur ne va risquer de perdre une cargaison qui vaut des centaines de millions de dollars en un seul coup de missile ou de drone. Alors, Vincent, tu signes aussi l'édito du jour, et pour toi, ces manœuvres, des deux côtés d'ailleurs, elles fragilisent justement toute la base du commerce mondial. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que Trump, tout comme les Iraniens, veulent toucher à un élément fondamental du droit international, qui est son socle historique, c'est le droit maritime en fait, autour duquel tout le droit international s'est construit, une grande partie en tout cas, et le remettre en cause, c'est remettre en cause le commerce international, puisque la liberté de naviguer, c'est comme ça que le commerce a pu se développer au niveau mondial depuis la Renaissance. Merci Vincent. Et puis hier soir encore, les États-Unis ont frappé de nouvelles cibles en Iran. Les gardiens de la révolution ont décrété ce matin la fermeture du détroit jusqu'à nouvel ordre, après avoir visé des intérêts américains dans le Golfe. Le baril de pétrole, le Brent, repasse au-dessus des $85. IBM a vécu sa pire séance boursière en près de 60 ans, depuis le 3 janvier 1968. À l'époque, le fabricant d'ordinateurs avait vu son titre fondre de presque 24% en une journée. Hier, à la clôture, il avait perdu plus de 25%. IBM a publié ses résultats avec une semaine d'avance et sans surprise, les investisseurs n'ont pas du tout apprécié le cadeau. Des résultats trimestriels sous les attentes, un bénéfice et un chiffre d'affaires décevants, le tout dans un contexte compliqué. La sortie de son dernier ordinateur central s'est très mal passée. Les revenus des logiciels n'augmentent pas autant qu'attendu en tout cas. Ils sont ralentis par l'avancée des assistants IA. IBM publiera ses résultats définitifs la semaine prochaine, mais les quelques ajustements ne devraient pas changer la donne. Des larmes d'un côté, celui d'IBM, un large sourire de l'autre, celui des grandes banques américaines, puisque ça y est, on est entré dans la saison des résultats. Ce trimestre encore, elles ont largement bénéficié de l'instabilité des marchés et de la forte activité qui l'accompagne. Les revenus du trading ont largement bondi et l'entrée en bourse pharaonique de SpaceX a généré des commissions tout aussi gigantesques. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, elles ont toutes publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec même quelques records à la clé. Mais attention à l'euphorie, malgré les sourires, le CEO de JP Morgan a mis tout le monde en garde. Les tensions géopolitiques, l'inflation, les déficits budgétaires mondiaux et les prix élevés des actifs, tout ça sont autant de nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Et puis une nouvelle salve de résultats à attendre aujourd'hui encore avec Barco en Belgique, mais aussi ASML, Morgan Stanley, BlackRock ou encore United Airways. Merci à Julie Villequier qui a préparé cette édition. À demain. Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé.
Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez en plus sur movetolux.com.